Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur LCI. C'est l'heure du grand dossier. Ce soir, 7 enjeux, Iran, une trêve, le doigt sur la gâchette, le cessez-le-feu plus fragile que jamais après de nouveaux bombardements de part et d'autre et de nouvelles déclarations. Vous allez les entendre parfois fracassantes. Au Liban, Israël poursuit ses frappes contre le Hezbollah. Jérusalem et Washington décorrèlent le pays du cèdre de l'arrêt des combats pour l'Iran et le Pakistan. Il en fait pourtant partie inséparable de cet accord, disent les Iraniens. L'avenir de l'uranium enrichi et du détroit d'Ormuz font aussi débat. Téhéran exclut toute restriction de son programme d'enrichissement. Quant à l'Union européenne, pas question de payer pour passer à travers ce détroit. Alors justement, comment le sécuriser? Comment s'assurer que le trafic y reprenne normalement dans des délais raisonnables? On vous révèle ce soir les toutes dernières pistes étudiées et ce sera normalement l'objet de négociations d'ici 48 heures entre Américains et Iraniens au Pakistan. Pour tout vous faire vivre, évidemment, nous serons avec tous nos envoyés spéciaux, tous nos correspondants au Liban, en Israël, en Iran, aux États-Unis. Mais juste avant, écoutez, regardez. Le président a été très clair. L'accord, c'est un cessez-le-feu. Une négociation, c'est ce que nous offrons et c'est ce qu'ils offrent en retour. C'est la réouverture du détroit. Si nous ne voyons pas cela se produire, le président ne respectera pas nos engagements si les Iraniens ne respectent pas les leurs. Et pour tout comprendre, tout décrypter, ce soir, avec nous, le colonel Michel Goya. Bonjour colonel, je dis ce soir, mais on est encore en plein après-midi. Consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et je rappelle qu'on peut aussi lire vos analyses sur un blog, La Voix de l'Épée. Voilà pour toutes les informations. Bonsoir Guillaume Roquette. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Samantha de Bendern est aussi avec nous. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Et Xavier de Giacomoni. Bonsoir Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je n'y arrive pas. D'habitude, j'arrive un tout petit peu plus tard dans la journée. Éditorialiste international LCI, on va avoir besoin de vos lumières aujourd'hui, notamment concernant ce fameux détroit d'Ormuz. Des images pour commencer. Elles disent la fragilité de l'accord conclu entre Washington et Téhéran. Voici le résultat des dernières frappes du jour au Liban et les dégâts. Vous allez les découvrir, provoqués également par les frappes d'hier considérables. En plus des dégâts, au moins 254 personnes tuées, parmi lesquelles le neveu du chef du Hezbollah. Il y a aussi 1165 blessés, dont de nombreux civils. Bilan fourni par la défense civile libanaise. Des chiffres fiables selon nos correspondants sur place au Liban. Marion Roussel est sur place aussi avec Camille Souhaut. Un jour de deuil, Marion, décrété ce jeudi au Liban. Ça dit le choc véritablement qui a provoqué ces attaques. Oui, journée nationale de deuil ici au Liban. Alors voilà, on va vous montrer, on est sur les lieux d'une frappe hier et le deuil prend tout son sens ici parce qu'on est tenu à bonne distance. Pourquoi? Il y a un sac mortuaire, ils sont en train, des secouristes qui travaillent depuis la nuit dernière en train d'essayer de sortir quelqu'un vraisemblablement qu'ils auraient peut-être aperçu. Alors on voit le travail des secouristes derrière et ces scènes, elles se sont répétées à plusieurs endroits du Liban. Ici, c'était un immeuble de 6 étages qui a été détruit par une frappe israélienne en quelques secondes. On voit, il y a des vêtements, il y a des cours d'enfants, il y a des peluches. Il y a plein de choses d'un appartement finalement classique qui ont été complètement soufflées par cette explosion. Les secouristes qui sont donc à l'œuvre toute la journée, ils ont continué à chercher d'éventuelles victimes parce qu'on le sait, le bilan il est déjà lourd, 254 morts officiellement, mais il risque de s'alourdir déjà parce qu'il y a plus d'1 millier de blessés et aussi parce qu'il y a sans doute encore des personnes sous ces décombres. C'est une journée très compliquée ici au Liban parce qu'il y a aussi eu une nouvelle alerte, un nouvel appel à évacuation ici à Beyrouth sur la banlieue sud, ce qui est plutôt classique, mais aussi au-delà sur une zone plus étendue et ça forcément ça suscite beaucoup d'inquiétudes pour les Beyrouthins, pour les Libanais parce qu'ils ont peur que ça recommence. On est 24 heures à peine après ces frappes meurtrières. Forcément, ça résonne tout particulièrement aujourd'hui. On se tient au courant. Il y a eu un énorme exode de ces banlieues vers la Corniche, des gens qui quittent leur domicile pour essayer de fuir parce que la peur, c'est ce qui règne aujourd'hui dans la tête des Libanais. Merci Marion, soyez prudente. Vous êtes avec Camille Souhaut à Beyrouth au Liban. Ces frappes, qu'est-ce qu'elles traduisent? Est-ce qu'elles traduisent la volonté d'Israël de faire capoter les négociations qui s'annoncent dans 48 heures au Pakistan, ou est-ce qu'Israël profite de ce délai, de ces dernières 48 heures, si j'ose dire, avec l'aval du président américain pour faire le plus de dégâts possible et handicaper le plus possible son principal ennemi, désormais le Hezbollah?
je ne pense pas du tout que Israël soit en train de profiter de quoi que ce soit, ni de l'attente des négociations, ni du fait que les États-Unis vont peut-être leur demander de faire autre chose en 48 heures. Je pense qu'Israël s'est mis un but, c'est de détruire le Hezbollah coûte que coûte, avec des dommages collatéraux énormes. Et que Israël ne considère pas que le cessez-le-feu concerne le Liban, malgré ce que disent les Iraniens, malgré ce que disent les Libanais, malgré ce que disent certains dirigeants européens. Je crois qu'Israël s'est vraiment mis dans la tête aujourd'hui. Il veut se débarrasser du Hezbollah, d'avoir cette zone tampon dans le sud Liban, et que rien ne va l'arrêter. C'est pas pour faire capoter le cessez-le-feu. Je crois pas Ils ne sont pas dans cet état d'esprit-là. Je ne le pense pas. Pour moi, c'est vraiment ils ont leur guerre. Et leur guerre est en train de se séparer de plus en plus de cette grande guerre entre les États-Unis et l'Iran. Sauf, Guillaume Roquette, que cette stratégie peut faire capoter les négociations. Oui, et il va bien sûr y avoir un rapport de force, c'est-à-dire que la question c'est est-ce que les États-Unis vont pouvoir avoir suffisamment d'influence sur Israël pour obtenir une forme de cessez-le-feu au Liban, parce que on le voit effectivement, Israël et les Américains sont alliés, mais ils ne sont pas alignés. Et autant Donald Trump est un peu erratique dans la gestion de ce conflit, autant les Israéliens ils sont parfaitement clairs. Netanyahou a beaucoup de défauts, mais il est lisible. Depuis le 7 octobre 2023, l'objectif c'est de sécuriser Israël en éliminant tous les ennemis possibles de la région. La Syrie, c'est fait. Le Hamas, c'est à peu près fait depuis la guerre à Gaza. Et puis, l'Iran, c'est en cours. Et puis, le dernier volet, c'est désarmer le Hezbollah au Liban. Et ça, Israël n'en démord pas. Et donc, le message, il est envoyé à Trump. Peut-être que vous savez pas très bien où vous allez, mais nous, on le sait. Et on a notre ligne, qu'on la suit. Alliés, mais pas alignés, Israël et les Américains. On se souvient quand même que lors de la guerre des 12 jours, Donald Trump avait tapé du poing sur la table et les avions israéliens partis pour continuer leur bombardement sur l'Iran étaient rentrés au bercail. Est-ce que le président des États-Unis a toujours ce poids, ce levier vis-à-vis de son allié non aligné ? Écoutez, en partie, puisque effectivement les Israéliens ne bombardent plus l'Iran proprement dit, mais en partie seulement, parce que, comme le disait Samantha, oui, ils continuent malgré tout leur guerre à eux. Leur priorité à ce stade, c'est effectivement d'aller le plus loin possible dans la destruction du Hezbollah. Ça fait 40 ans qu'ils cherchent à détruire le Hezbollah. Ils ne savent pas comment faire, les Israéliens. Donc il y a eu tout 18 ans de présence au Liban et finalement ça a rien donné. Ils ont été obligés d'évacuer. Maintenant, ils ont une autre politique qui est celle de la pression directe sur le Hezbollah et de la pression indirecte. C'est-à-dire, si on tape un peu à côté sur l'environnement, eh bien, finalement, c'est pas si grave parce que ça va peut-être obliger cet environnement, que ce soit environnement humain, à rejeter le Hezbollah et l'État libanais peut-être à se bouger un petit peu pour essayer de le désarmer. C'est ça la stratégie depuis 2000 en fait. C'est intéressant ce que vous dites, Colin. Vous parlez de stratégie. On se souvient des frappes israéliennes en 2006, en 2024 contre ce même Hezbollah. Ce parti, parce que c'est aussi un parti à 12 ou 13 députés, je crois, au Parlement libanais, avec ses alliés. Il a quasiment la majorité, une soixantaine de députés ou Hezbollah ou pro-Hezbollah. Est-ce que ça fonctionne, cette stratégie israélienne pour détruire le Hezbollah, pour le réduire à néant, ou est-ce que ce problème libanais doit être résolu par les Libanais ? Par les Libanais, c'est certain. Est-ce que ça fonctionne ? On voit bien que non. Le colonel Goya l'a rappelé. C'est depuis 1982 l'occupation du Sud-Liban jusqu'en 2000. Là, on n'a pas la sensation. Je rentre de Beyrouth. J'y ai passé une vingtaine de jours. On n'a pas la sensation qu'il y ait une volonté affirmée d'occuper entièrement le Sud-Liban jusqu'au fameux fleuve Litani. En revanche, il y a une volonté de repousser la menace la plus tangible sur les villes du nord d'Israël, des roquettes qui s'abattaient de manière régulière, qui d'ailleurs, il n'y a pas eu de tir de roquettes pendant le cessez-le-feu, alors que entre la fin de 2024 et la reprise des hostilités suite à la guerre en Iran, alors qu'Israël continuait à bombarder. On va écouter Benjamin Netanyahou justement sur ses dernières déclarations. Ensuite, nous nous rendrons en Israël retrouver Betsabé Salem qui nous attend. Le Premier ministre israélien, puis le direct à Tel Aviv. Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous les atteindrons, que ce soit par la voie de la négociation ou en reprenant les combats, car nous sommes prêts à reprendre les combats à tout moment si nécessaire. Le doigt est sur la gâchette.
Donc voilà, pour les dernières déclarations, une chose semble certaine, les autorités israéliennes estiment que le Liban et leurs opérations militaires sur place ne font pas partie de l'accord de ce cessez-le-feu conclu entre les Iraniens et les Américains. Bethsabée Salem, le Premier ministre israélien, on vient d'entendre, l'a répété aujourd'hui, concernant le Hezbollah, il veut aller, lui, jusqu'au bout. C'est évidemment cette partie de la phrase qui nous intéresse. Ça veut dire quoi jusqu'au bout ? Ça veut dire déjà qu'il va frapper le Hezbollah avec force, et c'est ce qu'il a d'ailleurs précisé aujourd'hui. D'ailleurs, quelques heures après lui, c'est son ministre de la Défense, Israël Katz, qui a précisé qu'hier 200 terroristes du Hezbollah avaient été tués dans ces frappes très agressives de l'armée israélienne. Alors ce chiffre, il est difficilement vérifiable, mais on sait que selon les renseignements israéliens, eh bien le Hezbollah ces dernières semaines de plus en plus se disperse et se cache dans les zones civiles, ce qui pourrait expliquer ces frappes de grande envergure dans le centre de Beyrouth. Et d'ailleurs, cet accord finalement, ce cessez-le-feu en tout cas avec le Liban, avec l'Iran, pardonnez-moi, ça arrange finalement Israël, puisque ça permet à Israël de concentrer ses forces sur ce front libanais avec cet objectif militaire que vous avez évoqué à l'instant, de nettoyer notamment le sud du Liban, mais aussi avec un objectif stratégique, c'est d'affaiblir le plus possible le Hezbollah, c'est d'utiliser la pression militaire en fait comme levier de négociation afin qu'à moyen terme, on l'espère ici, voire à court terme, finalement un accord soit signé avec le Liban, qui soit un accord qui puisse être finalement respecté et que Israël et le Liban puissent finalement vivre en paix côte à côte. Merci beaucoup Bethsabée pour ces toutes dernières informations. En tout cas, le Premier ministre israélien semble avoir le soutien du vice-président et du président américain Donald Trump et son administration. Écoutez justement J.D. Vance. Je crois que les Iraniens pensaient que le cessez-le-feu incluait le Liban, ce qui n'était pas le cas. Nous n'avons jamais fait cette promesse. Nous n'avons jamais laissé entendre que ce serait le cas. Nous avons simplement dit que le cessez-le-feu serait axé sur l'Iran et sur les alliés des États-Unis, à savoir Israël et les États arabes du Golfe. Cela dit, si j'ai bien compris, et je devrais avoir un compte-rendu plus complet une fois dans l'avion, les Israéliens ont en fait proposé de se contenir un peu au Liban, car ils souhaitaient s'assurer que nos négociations soient couronnées de succès. Voilà, chacun comprendra ce qu'il veut après ces déclarations. C'est une sacrée retenue des Israéliens ces dernières heures. Effectivement, alors J.D. Vance doit se rendre, vous l'avez compris, au Pakistan pour négocier avec les Iraniens samedi, qui eux ont repoussé leur départ sur place. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des seuls dans cette administration Trump à s'être opposé à l'idée de la guerre. Et ça, dans le cadre de ce qui arrive, évidemment, c'est important. Samantha, on en voit celui qui avait été le seul à dire non ou ce n'est pas une bonne idée à Donald Trump avant le début du conflit. Oui, absolument, c'est très important. Il y a déjà quelques semaines, J.D. Vance avait été prévu d'aller au Pakistan pour parler aux Iraniens, puis finalement ça ne s'est pas fait. Les Iraniens qui ont dit clairement qu'ils ne voulaient plus parler ni à Witkoff ni à Kushner. Et oui, J.D. Vance, c'est celui qui a pris la position la plus en retrait par rapport à cette guerre. Et il faut quand même savoir, et nous en parlions justement avant l'émission, qu'il y a une fronde, toute une branche à l'intérieur des MAGA qui est très opposée à cette guerre, qui ont des mots extrêmement violents vis-à-vis de la politique du président. J.D. Vance essaye d'être un peu sur une crête, il ne peut pas froisser le président, mais il est conscient de la colère à l'intérieur des MAGA, chez certains MAGA qui ont une très très grande influence, et il doit être en train de se positionner aujourd'hui comme celui qui pourra peut-être reprendre le flambeau MAGA pour les prochaines élections, parce que dans l'optique que cette guerre continuerait à être un désastre politique pour Donald Trump. Et donc, J.D. Vance est aussi perçu par les Iraniens comme un Américain avec qui il serait potentiellement possible de dialoguer. Tout ceci étant dit, est-ce que des décisions qui seront prises ou pas au Pakistan seront respectées par Trump ?
Oui, ça c'est une autre question. J.D. Vance à la table des négociations. Alors je précise quand même, c'est important de le dire, qu'on ne sait pas quel format auront ces négociations. On ne sait pas si tout le monde sera assis dans la même pièce autour de la même table ou si, comme lors des négociations précédentes, que ce soit dans le Golfe Persique ou à Genève, eh bien il y aura des allers-retours entre les uns et les autres pour échanger les points de vue. C'est une bonne nouvelle, J.D. Vance à la table des négociations pour la paix? En tout cas, c'est un atout supplémentaire, effectivement, un élément supplémentaire qui peut rendre raisonnablement optimiste, parce qu'effectivement, comme le disait Samantha, Vance l'a dit, ça a fuité d'ailleurs dans la presse américaine, il était plutôt opposé, voire très opposé à cette intervention. C'est en même temps assez habile, parce que du coup, il y a good cop, bad cop, c'est-à-dire le méchant qui est Trump, qui a beaucoup cogné, et qui, il y a encore 2 jours, ça nous paraît une éternité, disait qu'il allait rayer de la carte la civilisation iranienne, et puis, maintenant, il y a Vance qui est à la manœuvre, et donc c'est une sorte de main tendue aux Iraniens. Et en plus, vis-à-vis de l'électorat républicain, c'est une façon de dire regardez, on écoute aussi ceux qui sont très réticents vis-à-vis de cette opération. Vous parlez de good cop, bad cop. Regardez ce que dit Donald Trump, ça c'est important. Tous les navires, avions, personnel militaire resteront en place et dans le Golfe et dans la région évidemment, autour de l'Iran, jusqu'à ce que le réel accord, ça c'est écrit en lettres majuscules, soit pleinement conclu, donc respecté. Voilà, Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Donald Trump est actuellement ou va entrer dans une réunion avec des responsables militaires américains. Alors, vous nous direz peut-être ce que l'on apprend de cette réunion, si on en apprend quelque chose. Une question quand même à vous poser sur l'évaluation faite dans l'administration de la guerre contre l'Iran. Est-ce que toute l'administration américaine est sur la même longueur d'onde ? Oui, alors Donald Trump, en effet, devrait arriver d'ici quelques minutes dans le bureau Oval où il va être briefé en personne par les services de renseignement. Il est davantage briefé en personne depuis le début de cette guerre. Et en effet, il y a des tons différents dans cette administration depuis l'annonce du cessez-le-feu. On l'a notamment remarqué lors de la conférence de presse hier au Pentagone. Il y avait le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui parlait de cette guerre au passé, en disant notamment que l'opération Fureur épique avait été historique et avait été une victoire écrasante sur le champ de bataille, alors que le chef d'état-major des armées, le général Kane, eh bien, lui était beaucoup plus prudent. Il a notamment déclaré que le cessez-le-feu était une pause dans les opérations de combat et a ajouté: nous espérons que le succès de cette opération durera. Pete Hegseth également, devant les journalistes, répétait que désormais le détroit d'Ormuz était rouvert, alors que le général Kane, lui, eh bien, a notamment déclaré: je le crois, sur la base des négociations diplomatiques. Depuis le début, ce général Kane est l'un de ceux qui vraiment prévient le président américain des risques possibles d'une telle opération en Iran, en évitant toutefois de donner son avis, alors que Pete Hegseth, eh bien, depuis le début, suit avec un grand enthousiasme tout ce que le président veut entreprendre et le communique avec un style bombastique. Merci beaucoup, Sonia. On va vous retrouver évidemment tout au long de l'émission pour les tout derniers développements de ce qui se passe à Washington. C'est important ce soir. On entend dire souvent que c'est le dernier qui a parlé, qui a raison avec Donald Trump. Dans cette administration aujourd'hui, qui a l'oreille du président ? Ça c'est une bonne question. Non, je sais pas. Honnêtement, c'est difficile à dire. Actuellement, on est plutôt. Il y a eu des évolutions effectivement dans le discours de Donald Trump, où on est passé d'une période où on s'engageait dans une opération limitée. Ça devait être qu'une opération, c'était assez limité. Puis après, il y a eu une période d'escalade, y compris dans le verbe, où là, il a accepté le fait qu'il s'agissait d'une guerre. Et puis maintenant, on est, c'est peut-être effectivement la branche J.D. Vance, la branche un peu plus, j'allais dire pas des colombes, mais des non-interventionnistes, des réalistes, qui ont peut-être. MAGA. Oui, Strict MAGA, oui, effectivement, qui reprend un petit peu le dessus, quoi, en même temps que les réalités, en réalité. Alors, regardez cette une. Moi, je voulais vous montrer cette une parce qu'elle nous a interpellé, une de The Economist. Mission accomplished. Référence, évidemment, aux déclarations de George Bush, W. Bush, en 2003, quelques semaines. Le conflit, à l'époque, avait duré 26 jours quand même, après le début de la deuxième guerre du Golfe, affirmant que le conflit était terminé. Une guerre qui, de fait, a pris fin 8 ans plus tard, causé la mort de plus de 460 000 personnes et laissé une ardoise de 3 000 milliards, j'ai bien dit 3 000 milliards de dollars. Sur la une de The Economist que l'on voit là, la bannière aveugle Donald Trump.
Xavier, c'est à cela qu'il faut s'attendre. Là, on est dans une période de cessez-le-feu. On ne sait pas ce que ça va donner, ces 15 jours, dans la région. Ou est-ce que la situation est différente de ce qui s'est passé en 2003 en Irak ? Alors la situation est différente dans le sens où il n'y a pas de troupes au sol, donc ça change quand même tout, notamment pour le président américain. Et il n'y a pas de cercueils qui vont rentrer en masse. Il y a eu des morts américains, mais pas dans des combats avec les Iraniens. Ça, je pense que ça change radicalement les choses. Donc il peut, à la limite, laisser les pots cassés, laisser les autres s'en occuper, et se retirer sur la pointe des pieds un petit peu en disant qu'il a gagné. Les Iraniens disent eux aussi qu'ils ont gagné. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le choix de J.D. Vance, c'est que c'est réellement le choix des Iraniens. Les Iraniens ne voulaient pas négocier avec quelqu'un d'autre que J.D. Vance. Et donc Donald Trump a déjà lâché du lest, puisque entre Jared Kushner, qui est son gendre, Steve Witkoff, qui est un peu son âme damnée chargé de toutes les besognes à travers la planète, et eux, il les a laissés tomber. D'ailleurs, on n'entend pas tellement parler d'eux en ce moment. Donc là, vraiment, il y a une rupture qui me paraît assez importante. Les économistes, petite parenthèse, qui considèrent que Donald Trump est le grand perdant de cette guerre. Il faut lire cet article et c'est très intéressant. Je suis assez d'accord. Mais sur les différences avec 2003. Juste pour la petite histoire, Bush parlait sur le porte-avions Abraham Lincoln. La bannière que l'on voit là derrière, en Californie. Le même qui est en rade en Crète. Le même qui est qui est dans le golfe d'Oman. C'est le même qui a été engagé. Mais qui était à ce moment-là en Californie. Je le précise, il ne s'était pas déplacé jusque dans le golfe pour faire cette annonce. Qui a été utilisé. Et puis il faut écouter les dernières déclarations de Pete Hegseth qui dit opération Epic Fury était une opération qui donc il en parle au passé. Autre grande différence avec l'Irak, il n'y a pas de troupes au sol et il n'y a pas d'alliés. L'Irak, il y avait quand même des alliés, les Britanniques, les Espagnols, certains pays qui ne font pas partie de l'OTAN ont aussi fait partie des opérations en Irak. Là, Trump se plaint d'ailleurs que ses alliés... On va en parler de ça tout à l'heure, parce que c'est très important. Il y a de nouvelles menaces, évidemment. Vous vous en doutez bien, Donald Trump qui remenace les pays de l'OTAN. J'aimerais qu'on voit ce que disent les Iraniens. C'est important parce que ça va déterminer, évidemment, ce qui se passe dans les prochains jours. Le monde voit les massacres au Liban, la balle est dans le camp des États-Unis. Le monde va voir s'ils agissent conformément à leurs engagements. C'est ce que dit le ministre iranien des Affaires étrangères. Précision des Iraniens, le Liban est tout simplement inséparable de l'accord de cessez-le-feu. Alors, évidemment, il y a le déclaratif, il y a la réalité, on est en phase de négociation. Regardez ces images qui nous parviennent en direct de Téhéran, 40 jours très précisément après la mort de l'ayatollah. Un hommage lui est rendu aujourd'hui. Les manifestations ont débuté ce matin aux alentours de 10h, me semble-t-il, heure de Paris, et des milliers de personnes sont descendues dans la rue. Les précisions de Siavosh Ghazi, qui est le correspondant RFI France 24 en Iran. C'est une foule très importante qui s'est réunie dans le centre de la capitale iranienne. De nombreuses familles venues avec leurs enfants dans les poussettes. Donc une foule particulièrement importante. Je tourne la caméra pour que vous vous rendiez compte vous-même de l'importance de cette foule qui est là depuis maintenant plusieurs heures et qui va rester dans les rues de la capitale jusqu'à 20h. Donc 20h hors locale. Donc pour rendre hommage à la mémoire de l'ancien guide suprême iranien qui a été donc tué il y a 40 jours. Donc ces processions vont se poursuivre. Beaucoup de drapeaux libanais en signe de solidarité avec le Hezbollah. Beaucoup de drapeaux du Hezbollah libanais. Et des gens qui demandent que l'Iran ne cesse pas, que l'Iran intervienne pour soutenir le Hezbollah libanais et qu'il n'y ait pas de concession et que l'Iran ne négocie pas avec les Américains à qui affirment les manifestants. On ne fait pas confiance. Donc une position de plus en plus dure de la part de cette partie de la population iranienne qui s'est mobilisée. Beaucoup de gens disent qu'il faut continuer le combat, que donc cette partie de la population est dans la rue et qu'il ne faut pas céder, alors que le discours, on entend de plus en plus des menaces de frappe contre Israël de la part des responsables militaires iraniens, notamment le chef de la force Quds des gardiens de la révolution, qui a affirmé que l'Iran allait frapper Israël après les attaques qui ont été menées contre le Hezbollah libanais, et alors que d'autres responsables affirment qu'il n'est pas certain que l'Iran aille participer aux négociations avec les Américains et Islamabad prévues demain ou après-demain dans la capitale pakistanaise.
Oui, effectivement, le départ des Iraniens a été repoussé. On en saura plus probablement dans les heures qui viennent. C'est intéressant ce que vient de dire Siavosh. Le Hezbollah, dans le cadre des négociations qui s'annoncent évidemment, quelle importance pour l'Iran ? Je pose ma question parce que est-ce que l'Iran pourrait sacrifier le Hezbollah pour obtenir la fin de la guerre sur son territoire ? Non, je crois pas. Je ne crois pas, parce que ça fait des décennies que l'Iran soutient le Hezbollah. Et puis, on peut se poser la question que va-t-il se passer en Iran quand cette guerre sera vraiment terminée, avec cette population qui a quand même exprimé son mécontentement au mois de janvier, qui aujourd'hui est terrée pour échapper au bon. Mais est-ce que je pense que l'Iran veut une levée des sanctions et tout ça, mais est-ce que je ne vois vraiment pas le régime actuel arrêter de soutenir le Hezbollah. Est-ce que les gardiens de la révolution peuvent laisser tomber le Hezbollah pour garantir la paix chez eux ? Ils l'ont déjà fait dans le passé. Je rappelle que la guerre de 2006, l'Iran n'était pas intervenu. La guerre, même plus récente, de 2024, entre Israël et le Hezbollah, les Iraniens ne sont pas intervenus non plus. Donc si c'est leur intérêt, ils n'hésiteront pas. Sachant que de toute façon, le Hezbollah résistera. Il sera toujours là après cette nouvelle guerre. Donc ils peuvent faire le gros. Inversement, je veux dire qu'en juin 2025, quand il y a eu la guerre entre Israël et l'Iran directement, le Hezbollah lui-même est resté à l'écart. Xavier, vous revenez du Liban, le Hezbollah sacrifié par les Iraniens, vous y croyez ou pas ? C'est déjà très compliqué pour les Iraniens de soutenir le Hezbollah depuis le 7 octobre 2023 et depuis surtout la chute de Bachar al-Assad en Syrie. En fait, la difficulté, c'est le flux logistique qui passait à travers la Syrie. Mais pour eux, c'est extrêmement important d'avoir toujours un moyen de pression sur Israël et pour ça, le Hezbollah est l'idéal. Restez avec nous, messieurs, dames. Dans un instant, on vous révèle les secrets des négociations en cours pour la réouverture du détroit d'Ormuz. Il y a des surprises, vous allez le voir. Et puis, alors que tous les yeux sont braqués vers le Proche-Orient, cette nouvelle mise en garde du chef d'état-major des armées en France, Fabien Mandon, qui alerte aujourd'hui même, une guerre ouverte avec la Russie est un risque majeur d'ici 3 ou 4 ans. On va vous expliquer pourquoi. Merci d'être avec nous sur LCI. Iran, une trêve, le doigt sur la gâchette, c'est le thème du grand dossier de ce jeudi. Dans un instant, une petite phrase qui a retenu notre attention, celle du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Il alerte à nouveau le principal risque pour l'Europe, une guerre ouverte avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans, c'est ce qu'il dit. Mais d'abord, c'est l'un des points centraux des négociations à venir entre Américains et Iraniens. Comment rouvrir le détroit d'Ormuz ? Quelles solutions, quels risques aussi dans le grand dossier ? Les dessous des discussions qui vont débuter normalement samedi au Pakistan. Juste avant, l'essentiel de l'info de ce jeudi. C'est le sujet sensible en ce moment en France. Le prix des carburants, les distributeurs étaient réunis à Bercy cet après-midi. Ça devrait baisser, c'est la bonne nouvelle, et très rapidement. C'est la deuxième bonne nouvelle, peut-être même dès demain. C'est ce qu'espère en tout cas Serge Papin, le ministre du pouvoir d'achat. Une autre bonne nouvelle pour Rima Hassan. La procédure ouverte contre l'eurodéputé pour détention de stupéfiants classée sans suite. Aucune drogue de synthèse dans son sac. LFI dénonce un naufrage médiatique et judiciaire. En revanche, Rima Hassan sera bien jugée pour apologie du terrorisme suite à un message partagé sur les réseaux sociaux. Un nouveau drame dans la Manche. 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes décédés ce matin au large du Pas-de-Calais, emportés par les courants. 37 autres personnes ont été prises en charge par les secours. Voilà pour l'essentiel de l'info. Dans le grand dossier aujourd'hui, cette question: comment rouvrir le détroit d'Ormuz le plus vite possible, de la manière la plus sécurisée possible? Quelles options, quels contrôles, quelles conditions, quels risques aussi, évidemment. Tout ce que vous devez savoir avec le colonel Michel Goya, avec Samantha de Benderne, avec Guillaume Roquette, avec Xavier de Giacomoni. Nous sommes aussi avec le vice-amiral Patrick Chevalreau. Merci d'être avec nous, amiral, vice-président de l'Institut Open Diplomatie, ancien membre du commandement stratégique de l'OTAN à Norfolk, spécialiste des relations transatlantiques. On va avoir besoin évidemment de vos lumières dans un instant. Avant de vous entendre, la réouverture de ce détroit, c'est la clé pour passer d'un cessez-le-feu à la fin de la guerre. Écoutez ce que dit le vice-président des États-Unis.
Nous pensons voir des signes que le détroit d'Ormuz commence à rouvrir. Vous avez probablement vu que les prix du pétrole ont baissé. Donc je pense que les marchés constatent la même chose. Mais le président a été très clair. L'accord, c'est un cessez-le-feu. Une négociation, c'est ce que nous offrons et c'est ce qu'ils offrent en retour. C'est la réouverture du détroit. Si nous ne voyons pas cela se produire, le président ne respectera pas nos engagements si les Iraniens ne respectent pas les leurs. Ce détroit, cette région... On le voit sur cette carte. Vous la connaissez par cœur, vous y avez passé de très nombreuses semaines. Alors, J.D. Vance parle d'un signe de début de réouverture. Vous avez passé une partie de votre journée à regarder les cartes. Est-ce que vous la constatez ? Le signe est extrêmement faible, Thomas. Ce qu'on a pu constater, c'est que effectivement, une douzaine de bateaux sont entrés ou sortis du détroit aujourd'hui. Donc effectivement, on pourrait se dire, ça commence, le trafic repart doucement. D'habitude, chaque jour, c'est 100 à 150 bateaux qui passent le détroit d'Ormuz. Parmi ces bateaux, en fait, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a des bateaux iraniens, là on en voit un, il y en a un autre là, j'ai vérifié tout à l'heure. Il y a qui ont pratiqué le détroit quasiment tous les jours depuis le début de la guerre. Il y a des bateaux chinois qui ont une particularité, c'est que sur leur identification AIS, leur positionnement par satellite, il y a marqué bateau chinois armé par un armateur chinois. Donc eux se signalent de manière extrêmement claire aux Iraniens. On peut penser aussi qu'ils versent leur dîme, leur taxe de passage. Et puis après, il y a quelques autres compagnies, quelques autres pavillons qui osent passer le détroit, toujours en accord avec les Iraniens, toujours certainement avec une compensation pour les Iraniens. On va rappeler quand même les distances, une cinquantaine de kilomètres d'ici de Bandar Abbas à peine 40 ici. Voilà, une quarantaine ici. Et les couloirs entre ces deux parties font 3,7 km. Ça, c'est Oman, la péninsule de Musandam, et en dessous, on a les Émirats arabes unis. Voilà. Les Iraniens affirment que des mines peuvent gêner la reprise normale du trafic. D'abord, est-ce que c'est vrai ? Et deux, est-ce qu'il y a des voies de contournement ? On en parle depuis plusieurs jours. Personne ne les a, pour le moment, vus. On n'a pas pu le constater sur place. En revanche, ce que l'on constate depuis plusieurs semaines, c'est que le trajet qu'effectuent les navires qui passent, avant, ils passaient ici, au large de la péninsule de Musandam, dans les deux sens. Les deux chenaux de navigation sont ici, les deux rails, comme il y en a un à Ouessant, comme il y en a un dans la Manche. Aujourd'hui, le trafic passe au plus près de l'île de Keshm et de l'île de Larak, ce qui permet aux Iraniens de contrôler totalement les bateaux qui passent, de contrôler totalement le détroit. Donc effectivement, si jamais il y avait des mines dans cette région-là, ça permettrait aux Iraniens d'avoir vraiment une mainmise très 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 forte. Pour le moment, on n'a pas vu ces mines. Si jamais elles étaient mises en place, non, il n'y a pas d'autre passage possible. Ça rendrait les choses extrêmement dangereuses. Une mine, elle peut être accrochée au fond. Les fonds sont faibles, une cinquantaine de mètres. Elle ne va pas taper directement la coque du navire. Elle va se déclencher au moment où le navire passe, et généralement un peu plus en arrière d'ailleurs, et casser le bateau littéralement en deux par l'onde de choc qui est développée. Donc les Iraniens, en fait, depuis le début, ils ont une stratégie très très simple. Ils essaient de faire peur. Ils font peur aux équipages, aux armateurs, aux assureurs. Ça, c'est le point essentiel. Tant que les assurances ne couvriront pas le passage, le détroit ne sera pas rouvert. Voilà, au début du conflit, on disait que les Iraniens avaient entre 5 et 6 000 mines disponibles. On ne sait pas si c'est vrai, mais c'est le chiffre qui circulait. J'aimerais qu'on aille à Washington retrouver Sonia Dridi, qui nous attend sur place. Sonia, je vais vous poser une question un peu bête, pardonnez-moi, mais est-ce que Donald Trump a un plan concernant ce détroit d'Ormuz ? Alors Donald Trump, pour l'instant, a surtout des idées et on sent qu'elles évoluent en fonction de la situation. Hier, il a déclaré à un journaliste de ABC que l'idée d'un péage dans le détroit d'Ormuz, qui avait été avancée par les Iraniens, serait une excellente idée, mais lui parle plutôt d'une co-entreprise avec les Iraniens pour, dit-il, sécuriser la voie. Son secrétaire à la défense, Pete Hegseth, hier en conférence de presse, n'a pas vraiment répondu lorsque des journalistes lui ont posé la question de savoir si des navires américains allaient escorter les navires dans le détroit d'Ormuz. Il a seulement dit qu'il espérait que le cessez-le-feu soit maintenu, et il a répété que les Iraniens avaient accepté de rouvrir ce détroit d'Ormuz, mais on sentait encore beaucoup de confusion du côté de cette administration sur comment faire pour vraiment sécuriser le détroit. En tout cas, c'est une priorité de Donald Trump. Il l'a répété il y a quelques jours parce que ça a été un
problème central pour lui depuis le début de cette intervention. Le général Kane, son chef d'état-major des armées, l'avait prévenu que cela risquait d'être un problème, qu'il allait être difficile de sécuriser ce détroit d'Ormuz en cas de conflit. Il avait parlé d'une immense difficulté, mais le Premier ministre israélien et son équipe avaient convaincu Donald Trump que le régime serait si faible qu'il ne pourrait pas bloquer ce détroit d'Ormuz. Voilà, à la guerre, rien ne se passe jamais comme prévu. C'est bien connu. 800 navires toujours bloqués dans le golfe Persique. Une fois des solutions trouvées, à raison de 100 ou 150 navires qui traversent ce détroit d'Ormuz par jour, eh bien, tout peut aller assez rapidement. Amiral Patrick Chevallereau, le plus gros problème aujourd'hui pour une reprise normale du trafic, qu'est-ce que c'est selon vous ? Écoutez, à l'évidence, le détroit n'est pas rouvert. Bon, ceux qui prétendent qu'il l'est, bien évidemment, sont dans un monde parallèle. Donc le détroit n'est pas rouvert et il ne sera pas certainement avant un moment. Je crois que le chef d'état-major américain des armées américaines a raison. C'est très difficile de rouvrir un détroit avec la configuration des lieux qui est celle du détroit d'Ormuz. Parce qu'on est dans une confrontation de type asymétrique. Et il est relativement facile pour un pays faible ou affaibli militairement tel que l'est aujourd'hui l'Iran, de continuer à bloquer ce détroit. Alors ça peut être des mines navales, hein, votre reportage l'a mentionné. On ne sait pas combien de mines navales ont été détruites par les frappes américaines. On ne sait pas s'il reste des moyens résiduels de mouillage de ces mines. Vraisemblablement oui, parce que ce sont des engins qui sont relativement faciles à larguer. Maintenant, d'un autre côté, il faut bien voir qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'Iran que de bloquer le détroit avec des mines navales, puisqu'il tire actuellement du passage des navires un certain nombre de bénéfices financiers. Voilà. Donc les services de renseignement occidentaux et notamment américains ont peut-être une idée un petit peu plus précise des capacités résiduelles de l'Iran, mais il y a une forte incertitude et les compagnies maritimes et les compagnies d'assurance maritime ne s'y trompent pas. Puisqu'on a comme résultat effectivement un très faible passage aujourd'hui et encore très vraisemblablement dans les jours et les semaines qui viennent. Restez avec nous, amiral, s'il vous plaît, colonel. Une question toute simple. Quand l'Iran pose des mines, si des mines ont été posées sur différents secteurs de ce détroit, est-ce que le régime iranien sait où ces mines sont ? Est-ce que ces mines sont... est-ce qu'on peut les détruire ? Et est-ce qu'on peut rouvrir ces voies ? Alors, est-ce que le régime sait où elles sont ? Non, d'autant plus qu'une partie de ces mines sont flottantes. Est-ce qu'on peut les détruire ? Oui, mais ça demande beaucoup de travail. D'abord, il faut des engins spécifiques, il faut des chasseurs de mines, les mêmes chasseurs de mines que les États-Unis ont mis à la ferraille juste avant le début de la guerre. Hein, bonne idée. Ce qui montre bien aussi, voilà, qu'on n'envisageait pas du tout d'avoir à les utiliser. Je nous dis beaucoup de choses sur la préparation de cette guerre. Oui, aussi. non, mais si vous voulez, alors militairement, si vous voulez ouvrir le détroit, il y a deux solutions. Soit vous allez effectivement en force avec des escortes, avec des chasseurs de mines, et vous essayez de passer le corridor sud qui serait éventuellement miné. Vous l'ouvrez de ce côté-là. Soit vous reprenez le contrôle directement de l'Arak, de l'île de l'Arak. On voit la carte, et de l'île de Keshm. Et ça, c'est contrôle par la force, c'est-à-dire une opération amphibie aéroportée, militaire, dure, longue et dure, difficile. Et auquel cas, oui, là, vous allez reprendre le contrôle du territoire. Ce qui n'empêchera pas aussi de nettoyer quand même aussi un peu la zone des mines. Et ça, c'est quand même c'est une option, c'est une option maximale. Hein. Oui, l'Arak, Keshm, toutes les autres îles, Abu Moussa, Grande et Petite Tombe, et puis toute la zone qu'on voit un peu à droite de l'écran, toute la zone est du détroit, c'est une expédition extrêmement compliquée. Oui. L'une des questions qui se pose, qui est très intéressante parce que ça fait des jours que ça tourne, c'est celle d'un péage maritime qu'imposeraient les Iraniens. Des sommes sont évoquées, jusqu'à 2 millions peut-être par bateau. Écoutez ce qu'en pense le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ça n'est pas acceptable. Parce que
la liberté de navigation dans les eaux internationales est un bien commun de l'humanité, qui ne doit être contrarié par aucune entrave et par aucun droit de passage. Donc la France n'acceptera pas une initiative américano-iranienne qui viserait à contrôler et à faire payer les navires qui passent par le détroit d'Ormuz. Mais personne ne l'accepterait, tout simplement parce que c'est illégal. Les eaux internationales sont libres à la circulation des navires. Et puis il y a autre chose, Guillaume Roquette, si vous me permettez, les Gardiens de la Révolution ont été classés récemment comme organisation terroriste. Est-ce qu'on peut donner de l'argent à une organisation terroriste, même dans le cadre d'une transaction commerciale ? Bon bah écoutez, le vice-président des États-Unis négocie bien avec eux, parce que les Gardiens de la Révolution, c'est le régime iranien. C'est pas question de transaction financière a priori. Oui, c'est une transaction financière. Alors, je comprends la réaction de principe du ministre des Affaires étrangères, mais pour autant, s'il faut en passer par là, surtout si Trump est d'accord, je pense que ça peut se faire. On parle de 2 millions de dollars, c'est une somme gigantesque, mais c'est quand même à ramener à la capacité d'un supertanker. Moi, j'ai sorti ma calculette. Un supertanker, c'est entre 2 et 4 millions de barils. Comme chacun sait maintenant, parce qu'on s'y intéresse presque tous les jours, un baril de pétrole, c'est $100. Donc, ça fait à peu près 200 millions de dollars ou plus. Donc, ça fait 1% de la valeur de la cargaison. Évidemment, c'est toujours trop, ce type de péage. Mais quand même, ce serait un moindre mal par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui avec l'augmentation qui est de l'ordre de 10-20% du prix du pétrole. Ce que vous dites, c'est que les pétroliers pourraient rogner sur leur marge, ça ne changerait pas grand-chose au prix sur les assurances, de toute façon. Du carburant à la pompe. C'est totalement inacceptable, parce que si jamais on le fait ici, pourquoi on le fera pas plus tard dans le détroit de Malacca ou ailleurs? C'est totalement... Économiquement, ça pourrait effectivement être supportable, mais d'un point de vue du droit international et de liberté de circuler et de commercer, c'est totalement inacceptable. Quelles autres options dispose-t-on? Parce qu'il faut être pragmatique, hein. On peut parler de tout pendant des heures, sauf qu'il faut régler ce problème. Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question, il y a très peu d'eau internationale dans le détroit d'Ormuz, la toute petite... Le tout petit détroit de 33 miles, il y a presque les eaux omanaises, les eaux iraniennes. Pourquoi est-ce que les Iraniens font passer les navires par l'île de l'Arak, enfin entre l'île de l'Arak et l'île de Kashm? Parce qu'ils passent dans les eaux territoriales iraniennes. Ça, c'est une chose. Et puis, ils peuvent mieux surveiller les navires. Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres solutions? Eh bien, premièrement, c'est la seule qui semble fonctionner aujourd'hui. Des gens qui payent. Que ce soit légal ou illégal, les gens payent. Et puis, ils sont en train d'institutionnaliser une habitude. Et c'est ça qui risque d'arriver. C'est ça le plus grand risque. C'est que ça devienne... En fait, c'est pas légal, ou est-ce que c'est légal? Finalement, c'est ce qui devient acceptable. Parce que les Iraniens n'ont pas signé notamment le traité de Montego Bay, me semble-t-il, sur les eaux internationales. Parce qu'on l'a évoqué, ce détroit, il reste sous contrôle. Pas ratifié, pardon, vous avez raison. Il reste sous contrôle iranien actuellement. Le sécuriser, vous l'imaginez bien, ne serait pas une mince affaire. Écoutez ce que dit à ce sujet le général Yakovlev. Il était invité de Darius Rochebin hier soir. Même avec des B2, même avec des B52. Ils peuvent faire revenir tous les B29 de la Deuxième Guerre mondiale. Ils vont bombarder, ils vont vitrifier Hormuz. Il restera après des gars avec des missiles qui, s'ils en reçoivent l'ordre, tireront sur des bateaux. Point. Et voilà. Donc le B2, c'est charmant, c'est très joli. D'ailleurs, personne ne le voit la nuit. Voilà. Mais ça change rien. Le problème, ils n'ont pas les moyens militairement de tenir les bateaux à l'abri des attaques iraniennes. Amiral Patrick Chevalereau, vous venez d'entendre ce qui a été dit. J'ai lu il y a quelques semaines qu'il faudrait 2 bâtiments militaires pour chaque tanker pour pouvoir avoir une sécurisation totale d'un passage à travers ce détroit si les problèmes n'étaient pas réglés entre les uns et les autres. En termes de sécurisation, vous, quelle est votre analyse? Moi, je pense qu'il faut bien plus que 2 bâtiments militaires pour chaque tanker. Parce que, comme le disait Michel Goya, il y a deux solutions. Soit on met une véritable escadre autour de chaque bateau qui tente le passage, avec des risques, parce que les risques vont toujours exister. Soit effectivement on s'empare des côtes, mais là on passe à quelque chose qui est du domaine de l'offensive terrestre, avec des objectifs fixes qui deviendront les troupes à terre. Il y a quand même 400 à 500 kilomètres de côte iranienne. Hein. Le détroit est coudé. Il y a de multiples endroits où on peut cacher, on peut camoufler. Voilà. Donc je crois que le général Yakovlev a raison. C'est pas une offensive aérienne de grande ampleur qui va empêcher
des capacités camouflées, mobiles, iraniennes. Si les Iraniens ont toujours la volonté de nuisance, et je pense que en fonction des négociations dont on ne sait pas très bien où elles vont, je pense que les Iraniens gardent toujours cette carte capacité de nuisance. Donc c'est très très difficile. Voilà. Les forces de guerre de mine des pays occidentaux existent. D'ailleurs, les Américains en ont très peu. C'est une de leurs grandes faiblesses. Les pays qui sont performants en la matière sont les pays européens, la France notamment, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Voilà. C'est là que se situent les capacités de déminage. Mais des capacités de déminage que l'on déploierait sur place, il faudrait elles-mêmes les protéger parce que les opérations de déminage, c'est très complexe, c'est très lent, avec des cibles navales qui seraient quasiment statiques. Donc on voit bien que c'est extrêmement, extrêmement difficile. Et on comprend mieux la difficulté et le temps que tout cela va prendre avec vous, Amiral. Merci. Restez avec nous parce qu'on va parler de l'OTAN dans un instant. Je vous disais que cette journée est pleine de surprises. Une information qui vient de nous parvenir à l'instant et qui pourrait changer la nature des négociations à venir au Pakistan entre les Américains et les Iraniens. C'est une déclaration qui a été faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui affirme bien que des négociations directes vont avoir lieu entre Israël et le Liban dès que possible. Négociations directes entre Israël et le Liban dès que possible. De quoi peut-être favoriser une baisse de la montée des tensions de ces dernières heures. On va y revenir évidemment dès qu'on a un peu plus de détails. On évoquait tout à l'heure le président américain, il a décidé, une fois n'est pas coutume, de remettre la pression sur les pays de l'OTAN. Il envisage des sanctions contre ceux qui ont traîné les pieds, pense-t-il, pendant les 40 jours de guerre. Voici ce qu'il dit. L'OTAN n'était pas là quand nous avions besoin d'eux et ils ne seront pas là si nous avons de nouveau besoin d'eux. Et il ajoute, le président des États-Unis, vous allez le voir, rappelez-vous du Groenland, ce gros morceau de glace mal géré. Pardon, ça me fait sourire, mais c'est l'expression de Donald Trump. Sonia Dridi, vous êtes, vous, toujours à Washington. L'OTAN, c'est évidemment le punching ball préféré du président américain. Marc Rutte, secrétaire général, est allé justement sur place pour le rencontrer à Washington, pour éteindre ce début d'incendie. Est-ce que ça a fonctionné ? Alors oui, Marc Rutte a été en effet reçu hier ici à la Maison-Blanche dans le bureau ovale par Donald Trump. Ils ont sûrement échangé beaucoup d'amabilité, mais le président américain maintient la pression. On a appris aujourd'hui par le magazine allemand Der Spiegel que Donald Trump avait donné une deadline, donc une date limite aux Européens, aux alliés européens, pour apporter un soutien militaire concret dans le détroit d'Ormuz, notamment des navires de guerre, sans quoi il pourrait remettre en question l'engagement des États-Unis dans l'alliance. Et Marc Rutte, selon toujours ce magazine allemand, a informé les pays européens que faire des déclarations, ce n'était plus suffisant. Et selon le Wall Street Journal, cette administration envisagerait également de redéployer des troupes américaines qui se trouvent dans des pays jugés par les États-Unis peu coopératifs vers des pays plus coopératifs. On a aussi entendu, pour montrer un petit peu l'ambiance ici à la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche hier tenir des propos encore très durs envers l'OTAN. Elle a notamment déclaré à propos des pays alliés de l'OTAN, ils ont été mis à l'épreuve et ils ont échoué. Elle a ajouté qu'il était assez triste que l'OTAN ait tourné le dos aux Américains au cours des 6 dernières semaines, quand ce sont les Américains qui financent leur défense. Merci Sonia. Donald Trump qui menace donc de fermer des bases américaines en Europe, dans les pays qui n'ont pas suffisamment coopéré, qui menace de transférer certaines bases d'un pays à l'autre. Alors, on a besoin de vos lumières, colonel. Combien de bases américaines en Europe ? Là, on a l'impression que c'est les États-Unis d'Europe. Et combien de soldats ? Ça, c'est impressionnant. Ils servent à quoi d'abord tout ça ? C'est ça, avec un petit îlot français qui résiste toujours et toujours c'est le village aux envahisseurs, le village gaulois. Oui, les États-Unis en Europe, les Américains en Europe, c'est à peu près actuellement 82 000 soldats, ce qui est assez peu. C'est 6% du contingent américain d'actifs, uniquement d'actifs, pas des réservistes, des gardes nationaux. Donc ça
assez peu, mais c'est à peu près une cinquantaine d'implantations, dont on le voit, les bases principales qui sont ici. Ce sont des bases de tout type. Il y a des états-majors, il y a des quartiers généraux, il y a des bases navales en Méditerranée en particulier, à Naples, en Crète, etc. Et il y a beaucoup, surtout, de bases aériennes. Et toutes ces bases, en réalité, elles servent. Leur mission historique, c'est de contribuer à la défense de l'Europe, en réalité. C'est la mission historique de l'OTAN. Maintenant, elles servent surtout, actuellement, aux Américains comme plateforme pour agir ailleurs. Sur cette carte, c'est une sorte de porte-avions géant. Oui, voilà, l'Europe est une sorte de porte-avions géant. Vous avez en Allemagne, la moitié des forces américaines sont en Allemagne en réalité. J'ai oublié de parler que parmi ces bases, il y a aussi des bases avec des armements nucléaires. Il y a 4 bases au moins avec des armes nucléaires. En Allemagne, vous avez par exemple le commandement central américain pour l'Afrique. Bon, on se demande quel est le rapport avec l'OTAN, par exemple, mais il est en Europe. Et surtout, à partir de ces bases, notamment des bases aériennes, c'est une plateforme qui permet d'agir sur au Moyen-Orient, tout simplement. Sans ces bases en Europe, la guerre actuelle serait beaucoup plus difficile à mener pour les Américains. La principale base américaine en Allemagne, j'ai vu que c'était 15% de la superficie de Paris. C'est énorme. Ramstein. Vous nous disiez, exactement. Vous nous disiez plus de 80 000 soldats américains, on imagine les familles et tout cela, ce que ça représente sur un plan économique notamment. Est-ce que c'est facile de fermer ces bases, de les déplacer ? On imagine, pardonnez ma naïveté, qu'il y a des accords avec les pays. Bien sûr. Alors, au passage, fin de la guerre froide, il y avait 330 000 soldats américains en Europe. Donc, la réduction, elle a déjà commencé depuis un certain temps. Alors, comment ça marche ? Toutes ces bases, en fait, il y a un certain nombre d'accords avec des pays hôtes. On appelle ça des SOFA. C'est un terme anglais qui veut dire le statut des forces présentes sur le territoire, qui régit tout le fonctionnement, la vie, etc. Et un détail important aussi, le financement. Parce que dans toutes ces bases, elles sont financées en partie par les pays hôtes. Il faut quand même pas l'oublier dans cette affaire. Notamment l'Allemagne, qui paye très cher au passage. Donc vous pouvez toujours dénoncer ces accords. La France l'a fait en 1966. Maintenant, il y a plusieurs problèmes. D'abord, ça prend du temps. C'est compliqué, ça prend du temps avant qu'on bouge véritablement une base où ça en sorte. Il faut 1 an. Ça coûte de l'argent et Donald Trump sera sensible à cette affaire. D'autant plus que je rappelle que les pays payent pour ces bases. Et puis il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'il s'agit de punir les pays non coopératifs, en fait les vassaux un peu réticents, en transférant sur ceux qui sont coopératifs. Le problème qui se pose, c'est que les pays coopératifs sont souvent dans l'ancien pacte de Varsovie. C'est capital ce que vous dites. On va demander à l'amiral Chevalreau qui est toujours avec nous. Amiral, très concrètement, soyons pragmatiques, ces nouvelles menaces de Donald Trump, évidemment il faut prendre au sérieux ce que dit Donald Trump, mais est-ce qu'elles sont réelles ? Est-ce qu'elles sont de nature à changer ce qu'est l'OTAN aujourd'hui en Europe ? Je crois que Trump fait du Trump. Il ne s'agit pas de ne pas le prendre au sérieux, mais quand on regarde ce qu'est l'OTAN, je rappelle que c'est une organisation politico-militaire. Ça n'a rien à voir avec l'Union européenne, par exemple. Donc, organisation politico-militaire veut dire une jambe politique, une jambe militaire. La jambe militaire, aujourd'hui, elle est entraînée, elle est performante, elle est crédible et effectivement, elle fait peur à ses adversaires potentiels. Bon, il y a une jambe politique sans laquelle la jambe militaire n'est rien, puisque c'est la dimension politique, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, qui actionnent la dimension militaire de l'Alliance. Or, cette jambe politique, il faut pas qu'on se raconte d'histoire. Elle est très abîmée. Elle est très très abîmée depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. On a eu les menaces sur le Groenland. On a eu des déclarations de Donald Trump qui font état d'une réticence très claire de cette administration américaine à s'engager à défendre un pays européen au cas où ce pays serait attaqué. Donc finalement, les déclarations de Donald Trump hier à la Maison-Blanche, je dirais qu'il faut les relativiser. L'OTAN est d'ores et déjà très très mal en point. Et puis comme ça vient d'être dit, la relocalisation des troupes américaines en Europe, 82 000 hommes, aurait un coût considérable pour les Américains. Et puis il y a une autre dimension aussi qui font que l'entourage de Donald Trump finalement le convaincra de ne rien faire. C'est que dès lors que les Américains quittent l'OTAN ou abandonnent le commandement intégré de l'OTAN,
on aura une perte d'influence et une perte de contrôle des Américains sur l'OTAN. Aujourd'hui, la jambe militaire de l'OTAN est commandée par un général américain. Donc tout cela disparaîtrait. Donc dans la colonne des avantages et la colonne des inconvénients, on voit bien que les Américains ont énormément à perdre. Amiral, c'est capital ce que vous venez de nous dire, 32 pays membres de l'OTAN, jamais aucun n'a quitté l'organisation. La France, le commandement intégré, vous le savez, en 1966, retour en 2009 je crois, mais à part cela, eh bien, c'est une organisation qui tient la route. J'aimerais qu'on accueille Julien Faraud, il est directeur général, cofondateur de Percé Systèmes. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous fabriquez des drones. Tout à fait. Le monde change, hein. Qui l'eût cru? On reçoit aujourd'hui quelqu'un qui fabrique des drones. Alors vous allez nous expliquer pourquoi et comment vos drones fonctionnent. On savait que cette technologie était utilisée en Ukraine. Vous nous avez amené un exemplaire. Vous allez nous montrer quand même la simplicité et la technicité de vos appareils. On a vu aussi que ces drones, de manière générale, pas ceux-là, forcément, mais était utilisé dans une autre guerre, celle qu'on vient de vivre avec l'Iran. Avant de nous montrer précisément ce que vous faites, quelles leçons vous tirez en matière technologique de ces deux guerres, Ukraine et Iran? La principale leçon, c'est tout d'abord que la barrière entre le monde civil et le monde militaire, elle est clairement en train de s'effondrer. Je dirais qu'aujourd'hui, dans le genre de systèmes qui sont employés, comme vous pouvez le voir ce drone que j'ai dans mes mains, au final, c'est un drone qui a essentiellement des composants civils. La technologie est entièrement accessible et on voit que si la guerre elle dure aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une asymétrie qui a été mise au centre du débat et que en détournant des systèmes qui viennent du civil, on peut réussir à prolonger la durée d'une guerre et du coup avoir un certain pouvoir qu'on ne pouvait pas avoir auparavant parce qu'on n'avait pas forcément la masse. Ça change l'équilibre des forces en quelque sorte entre deux armées. Ça c'est quoi? C'est un FPV, First Person View, c'est ça, de drone? Exactement, donc un drone FPV, donc First Person View. Montrez-nous comment ça fonctionne. On met, donc vous mettez la charge explosive sur, vous l'attachez aux hélices, à la structure. Pour ce drone typiquement, donc c'est pas un drone qui initialement avait vocation à être drone explosif, mais il peut le devenir parce que tout drone en fait auquel on attache une charge peut devenir un drone explosif. Ce modèle-ci, donc c'est le SL450. Donc c'est un drone qui avait été développé initialement pour le 17e régiment d'artillerie. Moi je vais me déplacer. Qui souhaitait, n'hésitez pas, hein, je peux même vous faire circuler un châssis. Une régie formidable, ils savent quoi faire. C'est un châssis qui est imprimé en 3D. Donc la réelle raison pourquoi c'est imprimé en 3D, c'est parce que le ratio entre un châssis imprimé en carbone et un châssis imprimé en 3D, c'est tout simplement que là on est de l'ordre du centime, où on s'approche des 100 € pour la même chose en carbone. Donc un drone aujourd'hui, donc il a des composants clés. Au total, là, on dépasse pas les 500 €. Sans l'armement, évidemment. Sans l'armement, bien sûr. Sans la munition, donc. Sans la munition. On met ça sur les yeux, comme des lunettes normales. Exactement. Et on voit ce que le drone voit. On se sert de cette commande pour aller faire ce qu'on veut faire avec le drone, de l'observation, des frappes, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. En fait, on a une radiocommande qui est le même principe que celle d'une PlayStation ou d'une Xbox. On a des joysticks et on oriente le drone de cette façon, en mettant les gaz, en mettant de l'inclinaison et en le dirigeant. Et grâce à aux lunettes, on va avoir la vue en première personne, tout bêtement, comme si on était à la place d'un oiseau qui se déplaçait dans le ciel. Je vois rien, évidemment. Évidemment, j'ai pas mis les systèmes. Vous avez bien fait, vous n'avez pas prendre de risque sur le plateau. Non plus. On est bien d'accord là-dessus. Pas avoir d'autres soucis. Mais officiellement, donc le drone aujourd'hui, il a besoin donc de moteurs, d'hélices, forcément pour se déplacer. Il va avoir donc une carte électronique qui est une carte de vol qui elle en fait fait office de cerveau. Et derrière, sur ce drone, on peut avoir différentes déclinaisons. Il peut avoir donc un drone de reconnaissance. Asseyez-vous comme ça. Un drone d'attaque. Micro à la. Il n'y a pas de souci. Mais pas vous. Donc il y a différentes déclinaisons qu'on peut avoir, donc pour faire de la reconnaissance, de l'attaque ou tout simplement du leurrage aussi. C'est incroyable. Et surtout, ce qui est frappant, c'est la simplicité, le prix, évidemment. 80% aujourd'hui des victimes du conflit entre Russes et Ukrainiens sont des victimes directement liées aux frappes de drones. Ça donne une idée de la façon dont les batailles ont changé. Avant, c'était l'artillerie. Aujourd'hui, ce sont les drones. Puisqu'on parle un peu d'Ukraine, moi, j'aimerais vous faire réagir, messieurs, dames, à ce qu'a dit Fabien Vendon. C'est le chef d'état-major des armées. On va l'écouter. On réagit juste après. Quelques constantes apparaissaient à l'été dernier. Le premier, c'était la permanence d'une menace russe sur notre continent, avec une guerre ouverte qui reste ma préoccupation première en termes de préparation des armées.
Voilà, et cette préparation, elle passe justement par les drones. Sait-on, colonel, aujourd'hui en matière de drones, quelles sont les capacités de l'armée française, des armées françaises? Alors, la première chose, oui, il faut faire, c'est une vraie révolution, et il faut la faire, cette révolution. Il y a les armées qui vont faire cette révolution, qui vont adopter des drones, les robots terrestres aussi, enfin, qui vont faire... Oui, ça c'est un drone aérien, il existe des drones marins et terrestres, vous avez raison. Et donc, il y a les armées qui feront cette révolution, et les autres. Et celles qui ne feront pas cette révolution seront... has-been, seront hors du coup incontestablement. Et dans ce cadre-là, oui, au sein des armées françaises, on réfléchit beaucoup, ça bouillonne de tous les côtés. On expérimente des tas de choses. L'armée de terre est en train de créer des escadrons de chasse, c'est-à-dire des unités complètes de dronistes dans certains régiments. Donc ça se développe très vite. On réfléchit à plein de modes d'action. Voilà. Maintenant, le seul problème que l'on a, c'est un problème industriel et financier, c'est-à-dire qu'il faut. Oui, mais c'est pas très cher. Est-ce que c'est difficile à fabriquer un drone comme ça? Et il en faut des masses. Pas du tout. C'est pas du tout difficile. Et justement, je rebondis sur votre propos, mon colonel. Le programme Escadron drone de chasse, c'est un programme dans lequel on est intégré justement vers ces systèmes. Et effectivement, le réel constat, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nos armées n'ont pas forcément les moyens ou les ressources ou des personnes. Expliquez-moi, pardon, je vais être très simplifié. Il faut des usines, il faut monter des. Vous fabriquez ça comment? Il y a des imprimantes, je veux dire des bêtises. Non, tout à fait. Des imprimantes 3D, des composants et surtout du savoir-faire. Aujourd'hui, la réelle question, elle est basée dans la compétence. Vous pouvez fabriquer des drones avec des imprimantes 3D. Tout à fait. N'importe où. Tout à fait. Ces imprimantes, techniquement, vous pouvez les amener à proximité d'une ligne de front. Exactement. Et c'est tout l'objet du premier produit qu'on a développé, qui est la fabrique mobile autonome, qui est en fait une cabine de chantier, qui est tractable donc par un véhicule civil, dans laquelle on a mis une dizaine d'imprimantes et un poste de montage pour rapprocher en fait l'industriel du terrain. Samantha. Alors, j'ai passé pas mal de temps en Ukraine depuis le début de la guerre et j'ai parlé avec des fabricants de drones ukrainiens qui ont expliqué comment ils ont démarré dans leur garage à faire des choses très rapidement. Et une chose qui les a aussi aidés, c'était le manque. C'était qu'il n'y avait pas de normatisation. C'est qu'en fait, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, pourvu que ça marche, pourvu qu'elle puisse partir sur le front. Et que quand ils parlent aux Européens, ils voient qu'il y a tout de suite des obstacles, qu'avant de penser à construire quelque chose, il y a alors est-ce que ça rentre dans la norme X, Y, Z? Est-ce que les armées vont pouvoir l'acheter s'il n'y a pas le ISO, machin truc dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez? Et quand on voit les Ukrainiens et les Russes, à quel point ils ont accéléré leur production de drones en 4 ans, ces Ukrainiens qui essayent de travailler avec des Français disent que s'il n'y a pas un changement de mentalité pour accélérer une fabrication en France, ça risque d'être compliqué. Est-ce que vous avez rencontré ces soucis? Tout à fait. La barrière administrative aujourd'hui, c'est une réelle barrière. Tout le monde la voit. Je pense qu'au sein des régiments, les industriels, tout le monde la voit. Et aujourd'hui, nous, pour tout vous dire, on a développé le drone en 2 semaines. En 2 semaines. En 2 semaines, il a été développé. Entre le moment où on a eu le cahier des charges et le moment où on l'a produit, on dort pas beaucoup, mais au moins on a pu le rendre opérationnel rapidement. La différence derrière, c'est le temps de qualification et de validation du système pour qu'il ait l'autorisation de voler. On parle d'autorisation d'emploi pour les militaires en France. Et donc à ce moment-là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surfé aussi sur différentes déclinaisons qu'on pouvait faire à partir de ce drone. Parce que ce qui est qualifié en soi, c'est les composants, c'est le cerveau moteur et la manière dont ils sont soudés. Donc là-dessus, on a pu en fait alimenter différents régiments sur la même base structurelle. Et derrière, bien évidemment, il y a des régiments qui, certains ont des accès, certains ont des autorisations exceptionnelles. On essaie parfois d'en profiter, mais bien évidemment, la barrière procédure, c'est un réel enjeu. Oui. Et est-ce que l'argent est là? Parce que on sait, il y a une loi de programmation. C'est toujours les bonnes questions, Guillaume. On remarquera. Une programmation militaire qui est ambitieuse. Ça a encore été augmenté de 36 milliards d'euros. Notamment, dans cette loi de programmation militaire, il y a le financement des drones. Mais on entend beaucoup d'industriels de l'armement qui disent, pour l'instant, on ne voit pas venir les commandes, on ne voit pas venir l'argent. Est-ce que vous le voyez? Alors, je dirais plus ou moins le même discours, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas le palper directement. Après, c'est aussi en lien au fait que nous, on fait de l'innovation par le bas, c'est-à-dire on accompagne les régiments, on monte avec les régiments en puissance. Donc, on a les mêmes problématiques que les régiments. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ils ont émis l'hypothèse de mettre en place une plateforme d'achat dédiée à chaque régiment avec une hausse budgétaire, justement, en lien avec la loi de programmation militaire, pour les aider et les soutenir. Après, peut-être qu'un Thales, un Nexter ou un MBDA vous dira, eux, s'ils peuvent ressentir directement ou pas, parce qu'ils sont sur sur les rangs numéro 1 de la BITD. Donc, peut-être dans ce cadre-là, ils pourront vous dire. Vous ne passez pas par la DGA? Alors nous, c'est assez rare qu'on passe par la DGA. On a fait quelques appels d'offres. Maintenant, surtout au regard des systèmes qu'on fait, qui sont des systèmes qu'on catégorise dans une défense hybride ou asymétrique,
c'est encore peu conventionnel, et donc pour rentrer dans la partie... Ils n'ont pas les référentiels. Pour rentrer dans la partie appel d'offres, je dirais qu'on est plus sur de l'approvisionnement de composants en appel d'offres plutôt que du développement de grands programmes, parce que certains le font déjà très bien aussi. Ce que l'on comprend en tout cas, évidemment, c'est l'inquiétude des armées françaises, et notamment du chef d'état-major des armées, lié à ce que pourraient faire les Russes d'ici 3 ou 4 ans. Un conflit est possible, c'est ce que dit Fabien Mandon aujourd'hui. Le Kremlin est à l'écoute. Écoutez ce que répond le porte-parole du Kremlin. Du point de vue du Kremlin, de telles inquiétudes sont absolument infondées. La Russie ne représente de menace pour aucun pays, qui ne projette pas de devenir une base d'activité anti-russe, qui ne prévoit en aucune manière de porter atteinte à la sécurité de la Fédération de Russie. Voilà, rien à craindre, dormez braves gens. Fabien Mandon qui révèle aussi, ça c'est intéressant, 4 hélicoptères Tigre ont été utilisés pendant la guerre, celle de l'Iran et des États-Unis et d'Israël comme armes anti-drone. Donc même les armements plus traditionnels se mettent à la chasse anti-drone. Là, on ne parle pas de chasse de FPV, mais de drones Shahed, qui sont les drones iraniens un peu plus grands. On voit en Ukraine des drones lanceurs de drones, des drones anti-drones, des drones qui opèrent grâce à l'intelligence artificielle dans les airs, en sol, en mer, on l'a évoqué tout à l'heure. L'avenir de cette technologie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? L'avenir de cette technologie, je pense, elle va se jouer dans la capacité à être multimission, dans la capacité à standardiser et surtout à suivre les évolutions. Aujourd'hui, si je vous présente ce drone, je n'ai aucun doute sur le fait que peut-être dans 6 mois, il sera obsolète. On a pu le voir, vous parlez justement du drone Shahed. Le drone Shahed, il a été employé la première fois, si je ne me trompe pas, par les Russes en septembre 2023. On voit que depuis, ils ont fait différentes déclinaisons sous le nom du Guéran. Une fois pour mettre un capteur électronique, d'autres fois pour faire des capteurs de ce qui était dans leur espace aérien. Donc en fait, il y aura des déclinaisons. Le plus important pour nous, c'est de suivre ces déclinaisons et surtout s'assurer d'être au niveau. Alors, par les Russes en 2023, mais il avait déjà été utilisé notamment en Syrie par les Iraniens bien avant les premières versions, les 129, etc. Est-ce qu'on est prêt, nous, en matière de drones ? Pardon, je reprends l'échéance donnée par le chef d'état-major des armées. Il dit, attention, un conflit avec la Russie, tout à fait possible d'ici 3 ans. C'est pas la première fois qu'il le dit, mais le message est là, est martelé. On sait que l'armée a des yeux. Est-ce que nous, on est prêt aujourd'hui, quand on nous dit que ces drones-là, qui sont impressionnants, seront obsolètes dans 1 an ou 2, ou pourraient l'être en tout cas, est-ce qu'on est prêt à faire face à une menace russe comme celle auquel fait face l'Ukraine ? Non. C'est clair, net et précis. Non, pas encore. Non, mais on y travaille. En gros, pour faire simple, il faut imiter l'armée ukrainienne. Et on est encore très loin de ce que font les Ukrainiens. Samantha, sur l'avenir des drones en France, qu'est-ce qu'il faut pour accélérer les choses ? Je pense qu'il faut relaxer un petit peu la réglementation. Il faut des jeunes et il faut de l'argent. C'est surtout un problème d'organisation, je pense. Et puis il y a la technique, il y a les compétences. Une balle perdue pour la DGA tout à l'heure, j'ai entendu. Oui, non, le fait, par exemple, qu'est-ce qui se passe en Ukraine ? En Ukraine, ce sont les unités directement sur le front qui sont en contact avec les industriels, qui les payent, etc. C'est ça. Ils testent tout de suite les équipements, donc il y a des boucles extrêmement courtes qui sont faites de financement et d'emploi. Et puis il y a 2 chantiers. Il y a effectivement construire davantage de drones en France et aussi développer les systèmes de protection contre les drones, notamment les systèmes de brouillage. Et ça, c'est des entreprises françaises comme Thales ou CS Group qui sont sur ce chantier-là. Et en sachant ces systèmes, si je peux me permettre, mais on développe également des systèmes d'interception dédiés au drone Shahed et sur le même principe du low cost. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait forcément un système d'attaque, il faut aussi savoir comment l'intercepter. Et aujourd'hui, nous, on a développé par exemple le système Sagitta, pour quelques milliers d'euros, qui envoie en fait une roquette guidée avec de l'intelligence artificielle dedans, mais des briques technologiques simples, pour pouvoir aller intercepter ce type de drone. Donc. La guerre, plus efficace et moins cher, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une réalité, c'est pour ça qu'on en parle. Michel Goya, Samantha de Bendern, Guillaume Roquet, Xavier Giacomoni et vous, Julien Faro. Merci beaucoup d'être venu participer à cette émission, Le Grand Dossier. Vous le savez, c'est aussi une émission qui s'écoute en podcast et que vous pouvez retrouver tous les jours sur vos plateformes d'écoute habituelles comme, je suis en train de dire, Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres.